L'ère de la post-vérité. Depuis la montée au pouvoir de Donald Trump en 2016, cette expression s'est installée dans notre vocabulaire. Elle désigne un monde où les faits dits objectifs comptent moins que les émotions et les croyances. Le négationnisme et le révisionnisme historique, autrefois marginaux, envahissent désormais le champ politique, médiatique et même celui du savoir. Les faits alternatifs et les fake news, soutenus par un relativisme ambiant, ont peu à peu supplanté la vérité factuelle, scientifique et vérifiable. C'est ce que notre invité d'aujourd'hui, François Nudelman, appelle la nuit de la vérité. Comment en sommes-nous arrivés là ? Et peut-on encore sauver la vérité ? François Nudelman est professeur de philosophie et littérature à la New York University, auteur de Peut-on encore sauver la vérité, paru en 2024, aux éditions Max Milo. Parmi ses nombreux ouvrages, on peut également citer la parution en 2015 du Génie du mensonge, un ouvrage qui entre en résonance directe avec notre sujet d'aujourd'hui. Il est avec nous depuis New York. Dans l'écho de la culture, Jean-Claude Encalado nous proposera une chronique sous le titre « Lacan avec Descartes ». Jingle de transition et c'est parti. François Nudelman, bonsoir. Merci d'être avec nous. Une première question pour débuter notre conversation. Votre livre s'ouvre sur la fausse déclaration de 2017 de Donald Trump juste après son élection. Est-ce que c'est le déclencheur de votre livre ? Peut-on sauver la vérité ? Oui, le déclencheur, c'est effectivement cette formule qu'a employée la conseillère de Donald Trump en 2017 au moment de son investiture pour son premier mandat. Et c'est au fond quelque chose d'anecdotique, mais qui s'est révélé un symptôme très fort quand elle a nié une évidence et que quand on l'a mis face à ce mensonge, elle a dit au fond, voilà, c'est une question de point de vue, il y a des faits et puis il y a les alternative facts. Et cette notion de fait alternatif, qu'on pourrait relier au relativisme, et la dénonciation du relativisme, elle n'est pas nouvelle, mais elle s'est inscrite dans une rhétorique politique qui fait qu'on est passé en effet au-delà du mensonge. Le mensonge politique, c'est une vieille histoire, ça commence peut-être même avec la politique, mais depuis effectivement quelques années, et on le voit de manière spectaculaire avec le deuxième mandat de Donald Trump, c'est que en fait le paradigme vérité-mensonge s'est effacé au profit du narratif, de l'émotion, de toute une série en quelque sorte de registres de discours qui nous amènent à considérer que la vérité n'est pas vérifiable, qu'elle dépend entièrement du point de vue et qu'il y a toute une série en quelque sorte de discours qui se trouvent légitimés dans différents ordres, la politique bien sûr, mais dans d'autres ordres aussi, comme l'histoire. Il y a en quelque sorte une rhétorique qui est légitime à partir du moment où elle se prononce en première personne, où elle part du sujet qui s'exprime. Donc il me semble qu'effectivement que ce mot de post-vérité qui est apparu dans le dictionnaire Oxford en 2016, il a effectivement trouvé sa confirmation dans, alors je ne sais pas
pas si c'est une ère de post-vérité, mais dans un moment politique, une séquence qui se prolonge et on pourrait dire même qui s'amplifie. Alors, est-ce que vous pensez qu'on peut établir un lien, c'est ce que j'ai dit à l'ouverture, est-ce que on peut établir un lien entre le négationnisme et le révisionnisme historique et ce phénomène? Est-ce que c'est une généralisation du négationnisme de jadis? Alors, négationnisme, il est certain que l'usage de la post-vérité encourage des formes de négationnisme. À ce propos, d'ailleurs, c'est intéressant que puisque moi j'essaie de faire une sorte d'archéologie de cette post-vérité, il est intéressant que parmi les théoriciens postmodernes ou bien déconstructionnistes de ce qu'on a appelé la French Theory, quelqu'un comme Jean-François Lyotard a fini par se dire, au fond, qu'est-ce qui se passe là avec notre nietzschéisme effréné quand on doit répondre au négationnisme de quelqu'un comme Faurisson, hein. Et c'est peut-être le seul ou le premier qui se dit quelles sont nos armes pour véritablement, si on a passé par pertes et profits les notions de raison, de vérité, d'universel, qu'est-ce qui se passe? Et de fait, cette post-vérité peut encourager toutes les affirmations de type négationniste, aussi conspirationniste, beaucoup plus, je dirais aujourd'hui, c'est quand même ça qui domine, c'est-à-dire la possibilité face au déni de la vérité objective, la possibilité de construire des systèmes complètement paranoïaques sur lesquels fonctionne le discours politique, que ce soit celui de Trump aujourd'hui, mais aussi qui peut être aussi celui du camp adverse. Donc oui, pour répondre à votre question, je crois que le négationnisme, il est encouragé particulièrement par cette ère de post-vérité, même s'il n'est pas nouveau, mais il trouve en tout cas un écho dans des pratiques de discours qui s'élaborent au mépris total de la vérification des faits objectifs, puisque nous sommes dans les faits alternatifs et dans la vérité alternative. Alors, dans votre livre, vous montrez que ce mouvement prend appui d'une certaine façon, c'est un mouvement nietzschéen d'une certaine façon. Et en même temps, vous dites que Nietzsche, ce n'est pas un relativiste, si je comprends bien. On peut repartir de cette formule qu'a fait Flores de Nietzsche, il n'y a pas de faits, il n'y a que des interprétations. Voilà. Si on la prend au premier degré, on pourrait se dire, oui, effectivement, ça renvoie aujourd'hui au constructionnisme aussi. Voilà, tout est construit, tout est une question de point de vue. Tout se vaut. Voilà, tout se vaut. Cette critique a déjà été faite depuis un moment, mais au fond, c'est pas du tout la thèse de Nietzsche. La thèse de Nietzsche, d'abord, c'est qu'il y a des bonnes interprétations et des mauvaises interprétations. C'est pas que tout se vaut en fonction des forces qu'incarnent ces interprétations. On peut les discriminer. Et puis ensuite, c'est plutôt un usage, si vous voulez, c'est une sorte de nietzschéisme un peu facile que j'essaye de mettre en question dans ce livre et qui fait qu'effectivement on puisse au nom de cette phrase, considérer qu'on peut s'abstraire ou se dédouaner ou se passer de toute forme de vérification, d'enquête de ce que c'est qu'un fait. Alors sans revenir au positivisme qui considère qu'effectivement il y a des faits objectifs, il n'empêche qu'on peut établir des choses qui se sont passées. Moi, je parle de la question de la vérité objective, dont déjà Orwell disait que les totalitarismes s'en prenaient à cette notion et que c'était peut-être le plus dangereux de complètement nier la possibilité d'une vérité objective. Mais moi, je l'observe dans les démocraties libérales, qu'effectivement, cette notion a été totalement dévaluée et depuis une cinquantaine d'années, à travers différents phénomènes que j'essaie d'étudier dans cette petite archéologie que je propose des 50 dernières années de cette disqualification de la vérité. Alors justement, dans cette archéologie que vous proposez, il y a aussi un rappel du rôle, par exemple, qu'a pu tenir Deleuze, qui croyait au secret, au pouvoir du faux, plus qu'à la ringardise finalement de la vérité. Enfin, il ringardisait un peu la vérité et il croyait davantage en d'autres valeurs.
Oui, c'est une époque, c'est un momentum, on pourrait dire, et je ne veux pas m'inscrire dans une espèce de rhétorique réactionnaire qui consisterait à dire, ah voilà, tout vient, tous les problèmes viennent de la déconstruction, je ne sais quoi. Mais en tout cas, on peut observer effectivement qu'il y a une espèce de presque de jouissance à donc dire qu'il faut valoriser les puissances du faux. Ça a été aussi le postmoderne, ça a été aussi chez Baudrillard le fait de dire, voilà, par exemple, la guerre d'Irak n'a pas eu lieu, tout ça c'est de la vidéo, on est dans le faux semblant, voilà. Sauf que bon, là des choses arrivent et que les Irakiens, eux, ils ont bien reçu des bombes, donc on peut pas toujours s'affranchir de la question du vrai et du fait. Alors évidemment, Deleuze s'en prend à la vérité de type platonicien, donc, et moi je parle essentiellement de la vérité objective, mais j'essaie de montrer comment ce discours-là, sur une espèce d'ivresse sur les puissances du faux, a concouru à cette disqualification de la vérité dans plusieurs champs, pas seulement de la philosophie, mais aussi de la politique, de l'histoire et des sciences humaines. Votre livre, en effet, a comme objet la vérité objective, comme vous dites, ou la vérité factuelle. Nous, en psychanalyse, nous avons une certaine tolérance à la fiction aussi. Enfin, nous considérons même que parfois la fiction c'est la seule façon de dire la vérité. Et donc, qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous dites à ça ? Alors, deux choses. D'abord, que j'observe qu'aujourd'hui, la fiction, elle utilise des effets de réel, et que là, on peut effectivement s'interroger quand des historiens ou des sociologues ont recours à la fiction et essayent de dire quelque chose à travers elle. Bon, c'est quand même le propre de la littérature, et qui dit souvent effectivement plus à travers ces fictions qu'une enquête objective. Mais malgré tout, il y a là un danger à partir du moment où on peut se permettre l'invention, où l'on peut se permettre de raconter des histoires et carrément en fait une sorte de fantasmer sur des événements qui se sont passés. Au profit de quoi ? Au profit de standards narratifs qui sont souvent assez pauvres. Donc c'est là peut-être qu'il y a une perversion d'un usage de la fiction dans des domaines ou des registres de discours qui devraient quand même conserver une certaine éthique, une certaine responsabilité à l'égard de la vérité objective. Et j'aimerais vous répondre sur un deuxième terrain, mais qui est le vôtre. Donc je parle avec vraiment humilité devant vous et sous votre contrôle, mais il me semble que la fiction, par exemple, dans l'analyse, si tant est que c'est ça, on la laisse émerger pour qu'elle puisse dire une vérité, mais en quelque sorte, on s'en méfie. C'est-à-dire que, par exemple, quand un analysant, me semble-t-il, raconte une histoire dont l'analyste sait qu'elle est précisément une histoire et qu'il y a beaucoup de faux, mais que à travers cette dénégation, on pourrait peut-être surgir de la vérité. Il me semble que ce que Freud, en tout cas, recommande, c'est certes de ne pas contredire le mensonge, mais d'aller de plus en plus loin, de ne pas s'en tenir là. Alors que, bon, par exemple, Janet disait au fond, bon, voilà, que le patient se raconte des histoires, si ça lui fait du bien, encourageons ces histoires. Mais bon, c'est à vous de me dire si effectivement ça marche comme ça. Moi, je pense que vous décrivez les choses assez bien. Je parle moi aussi sous le contrôle de mes collègues. Je vais peut-être maintenant, on va sur ce point-là ponctuer. On va revenir vers vous dans quelques minutes après la chronique de l'écho de la culture qui va nous être présentée par notre collègue Jean-Claude Encalado sous le titre « Lacan avec Descartes ». Jean-Claude Encalado, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychanalyste, membre de l'école de la cause freudienne, vous exercez à Bruxelles, et comme l'a
Diguil, vous allez nous parler de Lacan et Descartes. Oui. Je vous écoute. Lacan avec Descartes. Des livres paraissent régulièrement commentant l'un ou l'autre grand texte de Descartes. Par exemple, il y a quelques années, celui-ci, Les méditations métaphysiques, objections et réponses de Descartes, un commentaire. Et donc nous avons un commentaire de quelques grands spécialistes de l'œuvre de Descartes, avec Dan Arbib, Jean-Robert Armogat, Vincent Carreau, Jean-Luc Marion, Gilles Oliveau, Olivier Dubouclé et Denis Cambouchner, qui sont vraiment les spécialistes de l'œuvre de Descartes et qui publient maintenant l'œuvre complète de Descartes aux éditions Tel, qui va progressivement remplacer celle des éditions Vrin. Pourquoi? Et alors tous ces livres, et alors, l'autre livre c'est celui de Fabrice Terroni, L'ombre du doute. Pourquoi lire ces textes? C'est d'abord pour lire Descartes. Et donc ces textes nous incitent à lire Descartes, à lire encore Descartes. Un philosophe est massivement présent pendant les 10 premières années du séminaire de Lacan. C'est Hegel et sa dialectique. Cette période de 10 ans aboutit à l'écrit de 1964, Position de l'inconscient, où Lacan développe ces deux opérations, l'aliénation, c'est-à-dire la relation du sujet au signifiant, et la séparation, la relation du sujet à l'objet. Or, dans l'écrit suivant, La science et la vérité, Lacan articule cette élaboration clinique, puisque c'est à partir de là qu'on dit forclusion du nom du père ou pas, séparation de l'objet ou pas, articule cette élaboration clinique à l'acte cartésien, au pas cartésien. Et ces deux écrits, Position de l'inconscient et La science et la vérité, encadrent le séminaire 12 qui vient de paraître, Les problèmes cruciaux. Alors, l'acte cartésien. Oui, c'est un acte. Descartes arrive à cet acte par une double opération, rejet de la pensée et rejet de l'être. Ce rejet cartésien contredira l'espoir que caressait Hegel d'une réconciliation de chacun et de tous à la fin de l'histoire qu'on voyait dans les textes, dans les écrits de Lacan, du début de Lacan, jusqu'en 57 par exemple. En effet, Descartes n'est pas un philosophe parmi d'autres, c'est ça qu'il faut bien retenir. Descartes n'est pas un philosophe parmi d'autres, c'est le philosophe qui a construit le sujet de la science, le sujet qui convient au discours de la science, en tant que ce sujet est réduit à un pur vide, un pur je, sans pensée, sans être, à partir duquel, dans la deuxième méditation, il reconstruit Dieu, le monde et tout le reste, la vérité, l'âme, le corps, etc. Et qu'est-ce que Lacan fait spécifiquement de ça? Eh bien, c'est ça qui est précieux à lire dans ces séminaires de cette époque-là, de 65 à 69. Lacan pose que le pas freudien répond au pas cartésien, que ses pensées et êtres, rejetés par le discours de la science, font retour. Où? Et dans la logique du fantasme, il dit ici, dans le discours analytique. Le discours analytique répond au discours de la science, il recueille ce que la science rejette du sujet, à savoir les pensées inconscientes et l'être pulsionnel. Descartes met l'accent sur la division. Si vous lisez les différentes méditations métaphysiques, vous voyez division entre la pensée et l'être, entre Dieu et ses créatures, entre l'infini et le fini, entre le vrai et le faux, entre l'entendement et la volonté, entre l'âme et le corps. Voilà. Descartes cerne à chaque fois entre ces deux termes une faille. Oui. Alors aujourd'hui, nous discutons avec François Nudelman de la vérité, de la post-vérité. Qu'est-ce que Descartes dit sur le vrai et le faux? Passons alors directement à la 4e méditation métaphysique. L'immense intérêt de cette méditation, c'est qu'elle porte sur la question de savoir pourquoi un sujet commet des erreurs. Pourquoi tombe-t-il dans le faux? Et pour répondre à cette question, Descartes va alors opposer deux concepts, l'entendement, on va dire le savoir, et la volonté, l'acte libre de la volonté. Entendement
humain fini et entendement divin infini. Tandis que, ça c'est pour l'entendement, tandis que la volonté, pour tous les deux, Dieu et homme, est infinie. Elle se décale de l'entendement, elle se décale du savoir. Le je veux se décale du je sais, le je veux ne s'encombre pas du je sais. Et l'erreur, dit Descartes dans cette quatrième méditation, est la conséquence d'un dépassement de la volonté humaine infinie par rapport à son propre entendement fini, par rapport à son propre savoir. La volonté humaine, n'ayant pas de limite, outrepasse les bornes de l'entendement. Comment est-ce qu'on pourrait encore préciser cette notion d'erreur ? Eh bien, pour caractériser cet acte, Descartes utilise un vocabulaire qui, étonnamment, appartient au domaine de l'éthique. Alors, François Nedelman a parlé justement de la responsabilité. Eh bien, vous le voyez ici. Le sujet, dit Descartes, pêche. Pecco, je pêche. Le sujet commet une faute, culpa. Justement, dans ce déséquilibre entre le savoir et la volonté. Le libre arbitre, la volonté infinie, outrepasse les limites de l'entendement fini et par là commet une faute. La cause de l'erreur épistémique est fondamentalement une faute éthique. C'est ça que je trouve vraiment intéressant. Et Lacan parlera souvent de cette opposition. La science peut beaucoup, mais elle ne sait pas ce qu'elle veut. Et donc il y a vraiment le pouvoir du savoir et la volonté. Et lorsqu'on introduit le corps et la volonté dans la science, lorsque la jouissance des sujets se noue au discours scientifique, à ces petites lettres transformées en appareils, eh bien, cela conduit à certaines conséquences qui ne sont pas sans effet, et notamment sur ce malaise dans la civilisation. Nous pouvons considérer les manifestations de l'ère de la post-vérité auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui comme un exemple de ces effets. Merci beaucoup, Jean-Claude Encalado. Nous allons continuer notre discussion avec François Nudelman. Peut-être vous pourrez aussi participer si une question émerge de votre côté. Peut-être on va passer pour cette deuxième partie de la discussion avec vous, François Nudelman, à ce que vous proposez comme réponse à la question comment peut-on sauver la vérité et comment. Je ne sais pas si vous répondez vraiment au comment, si vous serez d'accord de dire que vous répondez au comment. En tout cas, vous dites dans votre livre que la volonté d'un retour en arrière pour une reconstruction de la vérité, la vérité avec un grand V qui a été déconstruite, est une volonté vaine, je pense. Oui, je crois qu'effectivement, ces grandes notions, elles ont été déconstruites, celles d'universel, de raison, puisqu'on parlait de Descartes, ou de la vérité avec un grand V, ces semences de vérité dont parlait Descartes. Bon, effectivement, c'est difficile de retourner en arrière quand on voit tout ce qui a été décrypté, tous les implicites. Bon, malgré tout, voilà, est-ce qu'on s'en tient là ? Et je crois qu'on a changé d'époque, encore une fois, et que devant ce qui se passe, on est obligé d'essayer de ramener cette notion, mais à différentes conditions. Hein. Voilà. Donc moi je m'amuse un peu dans le titre aussi anglais, parce que le livre est paru en anglais sous le titre Can we make truth great again, pour parodier Trump. Et qu'est-ce que ça veut dire great again? Ça veut dire pas exactement la vérité telle qu'on la pensait, mais cette vérité qui est celle de l'enquête, de l'investigation. C'est pour ça que je fais référence aussi aux origines du pragmatisme américain. Mais aussi à partir de l'affect. On parlait là justement de la volonté, mais la présence de l'affect dans les concepts, il faut en tenir compte. Et moi, je crois qu'effectivement, dans cette disqualification de la vérité, il reste la possibilité de la trouver dans la réaction face au mensonge. Parce qu'au fond, la réalité, elle n'est ni vraie ni fausse. Hein. La réalité, elle est ce qu'elle est. Voilà. Donc, la vérité n'est pas première. Ce qui est premier, à mon sens, c'est le mensonge. C'est-à-dire,
on assiste à quelque chose, quelqu'un a une version qui nous paraît mensongère, et là, tout d'un coup, ça suscite notre indignation. Et je crois qu'effectivement, l'indignation, c'est un affect qui permet de faire surgir à nouveau l'exigence de vérité. Lorsque, que ce soit un président ou que ce soit notre voisin qui va raconter quelque chose dont on sait que c'est faux, objectivement, eh bien, voilà, on va dire non, c'est pas possible, c'est impossible de dire ça. Voilà. Et cette indignation, elle est, à mon avis, à la source d'une vérité qui doit se dire encore. Alors maintenant, évidemment, l'indignation, ça suffit pas. C'est pas parce qu'on s'indigne qu'on est dans le vrai. C'est pour ça qu'à l'indignation, il faut ajouter une activité rationnelle qui est celle du doute. On revient un peu à Descartes, mais d'un doute qui vient non pas comme chez Descartes en rester à une opération logique, mais qui suppose d'accéder au sensible, si je reprends les termes de Descartes, et de comprendre ce qui s'est passé, d'établir les faits. Et c'est là qu'évidemment, on a besoin de l'enquête menée par des historiens, des historiennes, des journalistes. Et c'est pour ça que, effectivement, le fait qu'aujourd'hui, on ait constamment des rubriques de fact-checking, le fait qu'il y ait des personnes qui soient là, dont l'office c'est d'établir quand même le mensonge. Et d'ailleurs, je vois dans les informations que parfois c'est la moitié du temps qui est consacré à la dénonciation, à l'explication des mensonges proférés par telle ou telle personnalité politique. Eh bien, donc cette force, cet affect de l'indignation, mêlé à une opération d'enquête qui passe par le doute, eh bien, voilà, c'est un ressort, me semble-t-il. C'est pas une solution, hein, je n'ai pas de recette malheureusement, mais en tout cas, c'est un ressort d'une vérité qui n'est pas complètement finie, disqualifiée. Voilà, il me semble que on peut observer malgré tout dans cette ère de la post-vérité des requêtes et des résistances de cette exigence de vérité. Il s'agirait d'essayer de faire rougir ou le menteur ou de faire ressurgir un affect de honte là où, enfin, en réponse à l'indignation. Alors malheureusement, je crois que c'est très difficile aujourd'hui de faire entendre aux menteuses et aux menteurs qu'ils mentent, parce qu'au fond, le pire des mensonges, le plus difficile à vaincre, c'est le mensonge qu'on se fait à soi-même. Or, aujourd'hui, on est pris dans ce que j'appelle des bulles épistémiques, c'est-à-dire dans le fait qu'on est dans des bulles de croyance, on pourrait le dire autrement, par exemple, les algorithmes, nos sources d'informations qui vont nous nourrir, mais continuellement de ce qu'on a envie d'entendre, de nos goûts, mais pas seulement de nos goûts, de nos idées, de nos croyances. Et donc, ces bulles font qu'on a de moins en moins accès à de la contradiction et que lorsque la contradiction arrive, elle nous paraît agressive parce que tout d'un coup, elle démontre notre système un peu paranoïaque et du coup, on la prend comme un danger et on va mettre en place d'ailleurs des réactions violentes et à la fois, on est dans un système qui va faire de nous des chambres d'écho d'une vérité douteuse et en même temps d'une protection face à tout ce qui viendrait la troubler, cette vérité douteuse. Donc malheureusement, je crois qu'il serait difficile d'imaginer que par un argument rationnel, on le voit bien aujourd'hui dans certaines, pas besoin de prendre trop d'exemples, mais dans certaines manifestations, il est impossible de discuter, parce que simplement le fait de discuter apparaît comme une forme d'agression, de scandale. Donc la bulle épistémique, ou on pourrait dire voilà la sphère de croyance est devenue tellement étanche qu'il est très difficile d'arriver, comme vous le dites, à faire rougir le menteur. Votre modèle pour l'indignation, le modèle que vous amenez dans le livre, c'est Zola, avec son J'accuse concernant l'affaire Dreyfus. Oui, parce qu'on imagine que Zola réagit tout de suite, mais pas du tout. Zola n'était pas du tout dreyfusard immédiatement. Il a fallu longtemps pour qu'ils comprennent effectivement qu'il y avait eu un mensonge d'État. Mais aussi, on pourrait dire que
font à propos du doute, quelqu'un qui a été défini souvent comme un sceptique, qui est Montaigne. Montaigne qui considérait effectivement qu'il fallait être dans le juste milieu, ne pas prendre des partis trop radicaux. Ça n'empêche que sur certains sujets, comme par exemple la conquête des populations en Amérique du Sud, il a écrit des textes mais enflammés, des textes d'indignation mais magnifiques. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on est sceptique et qu'on puisse douter de la vérité absolue ou de certaines vérités morales qu'on va s'interdire de dénoncer le discours sur la conquête, la christianisation de ces gens sans âme. Déjà Montaigne montre qu'on peut être à la fois du côté du doute, sceptique, mais qu'on peut être aussi du côté du souci de la vérité et par l'indignation face au scandale et aux mensonges d'État. Enfin, d'État, à l'époque, on n'est pas tout à fait dans l'État, mais enfin, en tout cas, du mensonge, par exemple, de la conquête et plus tard de la colonisation. Alors, vous proposez encore une façon de faire, si je comprends bien, c'est écouter avec la troisième oreille. Ce qui est c'est un terme ou une expression forgée par un psychanalyste, c'est Theodor Reich, qui parlait de la troisième oreille. Enfin, il a une. Vous pouvez nous expliquer ça? Comment est-ce que la troisième oreille qu'est-ce qu'elle nous permet? Le premier qu'on a identifié à utiliser cette notion de troisième oreille, c'est Nietzsche. Mais effectivement, Theodor Reich l'a repris. Et je pense que c'est à partir effectivement de la notion d'écoute flottante, c'est-à-dire au fond de faire attention, de se dégager du sens premier qui est affirmé. Et précisément, plus il est affirmé fortement, ce sens premier, plus on doit entendre effectivement quelque chose derrière. Mais là, je pense que dans vos pratiques, vous savez de quoi je parle. Au fond, philosophiquement aussi, on devrait peut-être se dégager du sens, de l'imposition du sens, pour écouter. Pourquoi, par exemple, certains philosophes utilisent un concept de manière répétitive et fétichiste. Qu'est-ce que c'est que ces mots fétiches? Qu'est-ce que c'est que l'insistance? Qu'est-ce que c'est que le mode d'articulation? Bref, tout ce qu'on peut appeler aussi l'écriture de la pensée, mais ça peut être aussi à l'oral, entendre, je pense qu'on s'intéresse aussi à la voix de plus en plus à la voix des philosophes. Mais bon, je parle des philosophes, mais aussi de manière générale, qu'est-ce qui se dit lorsque, par exemple, une vérité de quelqu'un est affirmée avec autant de violence? Qu'est-ce qui se cache derrière? Et quand on prétend justement dire la vérité, et vous savez que j'y tiens, il n'empêche que on doit entendre de quelle vérité, justement, c'est ça le doute. C'est aussi se dire, au fond, je tiens à dire cette vérité, à l'affirmer, et on doit se poser la question, au fond, qu'est-ce qui me fait tenir à cette vérité? Voilà. Bon, c'est une question vaste et à laquelle on ne peut pas répondre de manière absolue, mais en tout cas, oui, cette troisième oreille, je pense qu'elle est importante pour comprendre qu'on n'est pas simplement dans l'erreur, mais dans des questions, comme vous l'évoquiez tout à l'heure avec Descartes, des questions aussi de volonté, quelles sont les intentions inconscientes, Donc, avoir cette position de distance, de ce pas de côté, qui permet de comprendre effectivement ce qui peut se dire lorsque on prétend dire la vérité. Alors on a cette catégorie du mensonge, mais on a aussi affaire aux foutaises, au bullshit, comme vous dites. Vous citez, je crois, c'est Harry Frankfurt qui indique que les bullshit ou les foutaises sont les plus grands ennemis de la vérité que le mensonge lui-même. Absolument, merci de rappeler ça parce que je crois que c'est important. Le livre a été traduit un peu facilement par de la connerie et je crois que bullshit, c'est pas simplement la connerie, c'est la foutaise, c'est la billevesée, comme on pourrait dire en français. C'est-à-dire, au fond, on va vous raconter n'importe quoi et vous avez le grand maître du bullshit qui est le président des États-Unis qui est capable vraiment de dire une chose et son contraire mais sans aucune vergogne. C'est pour ça que ça m'amuse quand de temps en temps en France on dit bon mais il a pas dit ça, il a dit le contraire, mais bien sûr et c'est une manière d'entretenir de manière permanente l'attention
par un discours qui n'est plus du tout axé sur la vérité, même pas sur la réalité, mais qui a des effets de réel. Attention, il ne faut pas se dispenser et se dire voilà, oh oui, on est dans les puissances du faux. Non, non, non. Il y a des effets de réel qui sont aussi bien construits. Et donc, cette ère du bullshit, on la voit effectivement dans des grandes proportions dans la politique. Donc, c'est ça, c'est la fiction. Je vous rappelle, je réponds tout à l'heure à la question sur la fiction. C'est J.D. Vance qui, quand on lui objectait que l'argument des Haïtiens qui mangent les chats et les chiens des voisins était totalement faux, vérifié sur aucune enquête, il disait ah ben oui, mais voilà, il faut raconter des histoires. Hein, parce que c'est comme ça qu'on fait comprendre conscience aux gens d'une vérité supérieure. Voyez, donc voilà, il y a un usage sublime des histoires, notamment dans la littérature, mais il y a un usage aussi manipulateur des fictions. Et donc, ça participe d'une espèce effectivement de bullshitting permanent qu'on doit cibler. Mais c'est très difficile d'avoir une position d'attaque par rapport au bullshitting, parce que l'argument rationnel ne suffit pas, parce que derrière, il y a du ressenti, et la suprématie du ressenti fait que face à ça, un argument est difficile à tenir. C'est pour ça qu'il ne faut pas simplement une opposition rationnelle, mais qu'il faut aussi de l'affect. Il faut parler aux affects, parler avec ses affects, tout en se méfiant effectivement d'une surenchère par rapport aux affects. Donc c'est une histoire compliquée et on n'en est pas sorti. Alors justement, par rapport à ce mot que vous avez utilisé, qui est un mot curieux, qui je crois pas qu'il soit rentré dans le dictionnaire, ce fameux mot de ressenti, mais c'est un signifiant maître de notre époque maintenant. Est-ce que c'est pas un des témoins finalement de la crise de la vérité comme crise de la parole et du langage? Est-ce qu'on pourrait pas en faire un symptôme en tout cas de cette crise? Bien sûr. Et alors c'est toujours délicat parce qu'effectivement, c'est important que on puisse aussi exprimer des vérités affectives. Hein. Elles ont été trop longtemps refoulées. Et là, je pense évidemment à tous les acquis sur le droit des victimes, d'entendre les victimes, que ce soit la victime lors d'un procès, à un tribunal, que ce soit aussi les victimes donc de grandes tragédies ou de grands drames historiques, que ce soit les victimes aussi, les victimes de viol ou de harcèlement, c'est très important. Voilà. Simplement, évidemment, cette force du ressenti, et on peut faire une petite archéologie de ça, hein, puisque le ressenti, maintenant, c'est diffusé dans beaucoup de discours, même la météo. Voilà, il y a la température, mais il y a la température ressentie aussi. Donc, il faut reconnaître l'apport de cette reconnaissance du ressenti. Mais évidemment, à partir du moment, c'est la perversion de cette reconnaissance, à partir du moment où le ressenti fait foi, fait vérité, devient parole de vérité, où toute expression en première personne fait œuvre, est une sorte de gage de vérité, là, évidemment, on est dans le risque de ne plus gager le discours de vérité à partir sur la vérité objective, sur la réalité des faits. Et c'est là qu'évidemment, il faut que ce soit pour des affaires judiciaires, que ce soit pour des grandes affaires historiques, hein, savoir qui a le droit de parler de telle histoire. Est-ce que effectivement, parce que je suis descendant de victime, j'ai autorité? Est-ce que quelqu'un qui n'est pas dans cette filiation se voit disqualifié par principe?
bon, ce sont des questions difficiles qu'on ne peut pas d'ailleurs régler d'un coup de plume, hein, c'est en disant, voilà, bon, non, il faut établir les faits, ou bien non, il faut reconnaître la vérité du ressenti. Je pense que il faut effectivement entendre. Hein, bon, je crois que c'est votre fonction aussi souvent en tant qu'analyste. Mais voilà, en même temps, il faut fixer aussi des limites dans la mesure où les implications politiques, sociales de ce ressenti peuvent avoir des effets pervers sur l'établissement, tout simplement, des faits et de la vérité objective. Alors, si je comprends bien, ce que vous dites, c'est que à l'occasion, il s'agit d'entendre avec la troisième oreille l'affect ou le ressenti et répondre à l'affect par l'affect. Pas seulement, c'est-à-dire qu'il faut accepter qu'il y a des vérités. Il y a des vérités effectivement qui tiennent de l'affect, il faut les entendre, me semble-t-il, mais ça ne doit pas nous dispenser aussi de dire que il y a des faits qui sont attestés, donc qui peuvent donner lieu à une assertion reconnue par tous. Parce que, par exemple, on n'a pas parlé de la vérité scientifique, hein, mais prenons l'exemple de la vérité scientifique, même si on peut effectivement faire une épistémologie, observer que, bah oui, le discours de Galilée, la nature s'exprime en langage mathématique, ou bien la loi de la gravitation universelle de Newton, ça participe aussi de l'époque, du XVIIe, du discours sur la science, etc. Ok, mais bon, la gravitation universelle, ça existe, que la Terre tourne autour du Soleil, ça existe. Voilà. Même si on peut effectivement comprendre comment ce discours, ce savoir a été établi en fonction de l'épistémologie de l'époque, de l'ordre des discours de l'époque, comme dit Foucault. Bon, mais il n'empêche que, voilà, on est quand même obligé de tenir à ce que cette vérité puisse être établie et puisse permettre d'établir des investigations scientifique et de faire comprendre aussi comment le monde fonctionne. Donc, la question du ressenti ou la question de l'idéologie, qui est parfaitement légitime, elle ne peut pas complètement disqualifier la question de la vérité objective des faits ou des vérités scientifiques. Vous utilisez le terme « faire vérité ». Oui. Vous pouvez parce que si vous voulez, il y a des vérités qui sont révélées, ben vous ne les faites pas, les vérités révélées, vous les découvrez. Okay, ça tombe, ben voilà. Oui, c'est ça, c'est vrai. Bon. Et puis, la vérité que j'essaye de défendre, c'est la vérité qui est acquise. C'est-à-dire que, voilà, c'est au bout d'une démarche, je sais pas, on a plein d'informations, on reçoit ci, on reçoit ça. Si on a un peu d'honnêteté intellectuelle, on essaye de regarder chez celles et ceux qui sont peut-être nos adversaires politiques. Donc, on essaye de s'informer en entendant plusieurs discours. Mais après, on va essayer de se former un jugement. Et donc, c'est précisément cette espèce d'enquête à plusieurs niveaux qui permet de dire, oui, on a fait la vérité, hein, comme dans une enquête judiciaire. On a fait la vérité. Hein. Et faire la vérité, ça ne veut pas dire l'inventer, attention. Hein. Ça veut dire que je l'ai fait établir, je puis asserter. Hein. Donc je peux en témoigner, je peux la défendre. Donc il y a une valeur active dans la recherche de vérité qu'il n'y a pas dans l'espèce de mystique qui consiste à dire voilà, ça y est, j'ai découvert la vérité telle qu'elle est. Elle est révélée, elle m'est tombée dessus. Oui. Bien. Déborah, tu veux poser encore une question sur l'archéologie ou non? Bon. Eh bien, nous vous remercions beaucoup, François Nudelman, de cet éclairage que vous nous amenez, de ce livre que nous avons lu avec beaucoup d'attention. Nous vous remercions. Nous remercions aussi Jean-Claude Encalado et nous donnons rendez-vous à nos spectateurs la semaine prochaine, le samedi à 18h30 précise. À bientôt.